Bonjour Benoît. Bonjour Olivier. Merci beaucoup de nous recevoir. On est en Dordogne ici. J'ai été interpellé notamment par ta gestion de ton sol potager, de ton sol vivant. Et je crois qu'ici, on est sur un modèle du genre. On aime beaucoup le sol et on y prend beaucoup de soin. Et tu veux qu'on aille voir ça? Oui, alors je vous propose d'aller découvrir la ferme de Cagnols. Moi, le premier qui ait du mal à me passer encore de la grelinette, pour toi, j'ai l'impression que c'est un vilain mot quelque part. Tu te refuses de toucher à ton sol. Ici, ça devient plus nécessaire de travailler le sol. Après, je comprends que des fois, c'est intéressant, mais la démarche au début, j'avais lu que c'était possible de pas travailler le sol et que la vie biologique, tous les petites bébêtes, elles pouvaient le travailler pour notre place. Ça me parlait, et du coup, j'ai eu envie de voir si c'était possible, et du coup, on s'est mis directement comme cahier des charges, on travaille plus les sols, et on va voir si ça marche, et j'étais convaincu que ça allait marcher. Et effectivement, ça marche. Quand tu dis que ça marche, c'est des résultats en termes de quantité, de vie du sol? Ouais, c'est au niveau des rendements. C'est-à-dire que sur certaines productions, on va être à peu près 2 fois plus que on va dire la moyenne du bio. Et en plus, le fait de plus travailler les sols, sur la plupart des légumes qu'on fait dehors en plein champ, on n'a pas de système d'irrigation. Donc du coup, on a aussi des systèmes qui sont plus simples. Donc ça, c'est chouette de ne pas avoir des lignes d'irrigation à mettre, de ne pas dépendre de l'eau. Et en plus, ça fait aussi que sur certains légumes, c'est intéressant parce qu'on va avoir des légumes plus concentrés en sucre, plus concentrés sans doute en minéraux, qui se conservent mieux. Et donc du coup, c'est tout gagnant, quoi. En apportant beaucoup de matière organique carbonée, et c'est là où on a apporté beaucoup de déchets verts, mais avec beaucoup de bois, etc. Et on a mis la dose, et puis on a attendu que le sol digère ça, et ça a mis plusieurs années, quoi. On a mis un peu de charbon de bois, on a mis aussi un peu de basalte. Maintenant, sur des terres où on a apporté beaucoup de matière organique, plus quelques petites poudres, mais minérales, naturel depuis plus de 5 ans. Maintenant, les sols se sont totalement transformés d'un sol argileux avec presque plus de 30% d'argile, c'est un sol bien argileux. Maintenant, on est sur des sols humifères, vraiment légers, où ça pousse vraiment bien, quoi. C'est impressionnant, quoi. Cette année, j'ai fait venir 2 bennes de broyat, d'écorce, et j'ai senti que j'avais des légumes jaunes. Tu penses que c'est parce que le sol n'est pas encore prêt à digérer tout ça, ou est-ce que tu as une gestion de la fin d'azote ou pas? Dès qu'on apporte une matière très carbonée comme un bout de bois, il va avoir une fin d'azote c'est-à-dire des micro-organismes qui vont essayer de récupérer l'azote qu'il y a autour pour dégrader ce bout de bois. Mais du coup, dès qu'on apporte une matière très carbonée, il y a fin d'azote. Mais en fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est dangereux pour la plante. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait une fin d'azote autour des racines. Et donc, si on a notre sol avec nos racines qui sont là et qu'on amène finalement en surface du bois, la fin d'azote, elle va pas être dans le même horizon où il y a les racines. Et si là, il y a suffisamment à manger parce que le sol est riche et fertile, les plantes vont bien pousser. J'utilise par exemple du fumier composté. Est-ce que toi, tu as un amendement prioritaire à amener à ton sol? En fait, ce qu'on privilégie, c'est ce qu'on arrive à avoir. En fait, là, on est sur 13 hectares la ferme, avec plus d'1 hectare de maraîchage et du verger. Donc c'est vraiment qu'est-ce que j'ai comme matière disponible en quantité. Et donc là, nous, ce qu'on a, c'est du broyat de déchets verts. Et du coup, là, on va avoir en fait tous les déchets des jardins des particuliers. Donc on va avoir de la tonte, mais on va avoir des feuilles, on va avoir des branches broyées. Donc quelque chose assez carboné, mais quand même relativement équilibré. Si on doit mettre en culture une parcelle, là, en principe, on met bien 10 cm. Et c'est le minimum qu'il va falloir pour que ça se mette en vie.
Et après, souvent, pour que ça devienne vraiment fertile, on refait ça 2 ou 3 fois. Une fois qu'on a un truc bien fertile, on va être plus dans une logique de maintien de la fertilité. Et puisqu'on ne travaille plus les sols, en fait, la baisse de fertilité due à la minéralisation générée par le travail du sol étant quasiment annulée, là, du coup, c'est plus facile de maintenir la fertilité en fait, sans travailler les sols. Du coup, tu te passes de tout amendement d'origine animale, tout ce qui est fumier par exemple? Pas par conviction idéologique, mais juste parce qu'effectivement on n'a pas d'élevage là qui est à côté. Nous on a quelques chevaux, quelques chèvres, alors effectivement quand on va curer leur box, on va le mettre ça dans un tas, mais c'est tellement peu que ça se compte même pas, quoi. C'est pas du tout ton amendement prioritaire? Non. Ouais, je partage la vision agronomique de Konrad Schreiber, ouais, sur le fait que finalement, si on apporte un compost, on a un produit, une matière organique qui s'est déjà dégradée et qui va en fait nourrir une plante. Alors ça peut être très intéressant, surtout pour faire décoller une plante, mais si on veut fertiliser un sol sur le long terme, il est plus important d'apporter de la matière organique fraîche et surtout carbonée. Parce qu'en fait, si on apporte une matière même fraîche, mais par exemple une tonte de gazon, en fait, ça va être des bactéries qui vont manger cette tonte de gazon et du coup, en 6 mois, elle va avoir totalement disparu. Toute la tonte va être transformée en molécules, en atomes très simples qui vont être digérés et ça va disparaître. Si on apporte du bois, ça va être des champignons qui vont le manger et en fait l'humus qui va être créé va durer 30, 50, 70 ans. Et du coup ça permet vraiment de structurer sur le long terme les sols. Aujourd'hui quand on parle de sol vivant, je trouve qu'on fait souvent abstraction du sol de départ, ce fameux sol minéral, cette texture de sol. Et parfois, moi le premier, j'ai quelques doutes d'essayer de faire une gestion de sol vivant quand on a un très mauvais sol, comme je peux l'avoir moi dans mon potager, j'ai des blocs d'argile, peut-être que tu les as vus. Tu crois toi que même en partant d'une situation comme la mienne, avec un sol à 60% argileux, on peut essayer de laisser la grelinette au garage et de faire que par des amendements conséquents en surface? Si on regarde en fait les sols sur cette planète, ils sont tous différents et de partout, si on laisse pousser, grosso modo, il y a une forêt qui pousse. Donc du coup, ça me fait dire que ça devrait marcher si on ne touche pas. Le deuxième truc, c'est qu'à un moment, on a creusé un étang. Et donc du coup, l'étang, il faisait à peu près 4 mètres de profondeur. Le premier mètre de terre qu'on a enlevé, on l'a amené sur une parcelle. Et le reste qu'on a enlevé, du coup une terre vraiment minérale, sans vie, sans matière organique, on a mis ça sur une parcelle et on a essayé de cultiver et ça marchait pas. Et puis on a apporté beaucoup de matière organique, beaucoup de matière organique et puis on va aller voir et maintenant ça pousse bien, quoi. Donc, et tout ça sans travail du sol. C'est-à-dire qu'à un moment, si on met de la matière organique, on va mettre donner de l'énergie à la biologie des sols pour structurer les sols, parce que c'est je pense que c'est comme ça, un fonctionnement naturel d'un sol, c'est comme ça. Mais effectivement, si on part sur un sol où d'un point de vue chimique, il n'y a plus de vie, entre guillemets, il y a toujours de la vie, mais en des proportions beaucoup moins importantes, il va falloir beaucoup plus de temps pour que les champignons se redéveloppent, que les vers de terre, etc. arrivent. Et là, effectivement, des fois, les échelles de temps sur lesquelles ça pourrait se passer, c'est pas compatible avec nos besoins à nous en tant que jardiniers ou maraîchers encore plus, quoi. Donc là, on retrouve un peu ton sol de départ, même si il a déjà été un petit peu amélioré, mais on voit bien là ce côté minéral, quoi. Là, on est dans le sol et puis après là on a le mulch de surface, le paillage très carboné qui vient nourrir en fait et alimenter la fertilité de ce sol-là. Et là on voit de nos amis. Ah ben voilà. C'est lui qui fait la passerelle. Hein, c'est toi qui bosses. Voilà, lui il mélange tout ça. Notre collègue à lui. Et ouais. Ah voilà. Là, sur les analyses de sol, on avait 30% d'argile. D'accord. Ouais, donc tu es déjà au-dessus. Mais là, c'est vrai que t'as le touché comme ça, là, ça fait pas très argileux, mais... Ouais, non, tu fais pas du boudin, quoi, alors que c'est humide. Hein. On ressent que c'est en train de bien bosser, quoi.
Là, tu restes sur cette épaisseur ou tu t'en remets après ou... Tu sais pas, tu verras. Là, il y avait des oignons ici qui étaient sur bâche. Ouais. Et donc, quand on a enlevé la bâche, on a vu qu'il n'y avait plus rien dessous. Du coup, là, on a remis une couche pour pas voir le sol, justement. Mais voilà, tant qu'il y en a, on n'est pas obligé d'en ramener. Tout ce qui est pesticides, fongicides, herbicides, je crois que même en bio, on a droit à certains traitements. Est-ce que tu t'en autorises certains, notamment pour gérer les maladies qu'on a tous de temps à autre dans nos potagers sur sol vivant? Alors, si on me dit pesticides et herbicides, je vais dire non de suite. Nous, un truc sans lequel qui nous embête vraiment au printemps, c'est les limaces. Donc, on utilise du phosphate ferrique qui est autorisé en bio et qui est... Moi j'ai regardé toute la notice, ça me paraît pas bien méchant, mais bon, c'est très méchant pour la limace, mais dans l'écosystème ça va. Mais donc ça on utilise. Pour les ravageurs, j'ai l'impression qu'on a toujours des petits mulots, des petits campagnols qui vont nous manger une partie de la production, mais ça reste en fait tolérable. Gestion de l'enherbement. Gestion de l'enherbement, et en fait c'est vraiment un outil sans lequel on n'arriverait pas à faire du sol vivant à l'échelle où on l'a fait avec le nombre de personnes qui travaillent sur cette ferme, c'est-à-dire peu. Et du coup, si on embauchait 10 personnes pour désherber, ce sera absolument pas rentable, quoi. Il n'y a pas forcément une bâche sur la culture, surtout si c'est des trucs qui sont plantés serrés, mais à un moment, sur la parcelle, il va avoir une bâche pour faire un désherbage ou pour faire une culture sur bâche. Et souvent, en fait, il va y avoir une culture sur bâche, et puis après, on enlève la bâche, ça a été désherbé, et là, on peut faire un semis à la volée. Des bâches de toile tissée, ça laisse passer l'eau, ça laisse passer l'air. Donc du coup, le sol continue à respirer, il récupère l'eau, etc. Par contre, si on met ça au sol, des fois, on a vu, pour avoir un effet désherbage, avec des plantes vivaces comme du liseron, il y a toujours dans ce tissage un petit peu de lumière qui passe, et du coup on peut avoir des vivaces qui survivent ou qui vivent très longtemps sous une bâche. Est-ce que tu accordes de l'importance à la rotation des cultures dans ton exploitation? Je dis pas qu'il faut pas faire de rotation, pas du tout. Mais des fois, je me pose la question, des fois, sur une plante, est-ce qu'elle créerait pas les conditions quand elle se développe? Est-ce qu'elle va pas faire que l'endroit où elle se développe, ce soit parfait pour sa descendance, quoi? Nous, c'est un peu ce qu'on aime bien faire, on aime bien prendre soin de nos enfants. Est-ce que la plante, elle serait pas dans cette logique-là pour perdurer dans le temps? Là, un exemple, là, il y avait une planche là où on a fait des courgettes pendant 6 ans, toujours au même endroit, et on a eu des courgettes magnifiques pendant les 6 ans avec des rendements exceptionnels. En fait, les rotations en bio, elles étaient surtout pensées ou pour les maladies, comme on a vu, ou pour la fertilité. Alors nous, la fertilité du sol, ça, on a sur les sols qui fonctionnent, c'est plus un problème. C'est fertile aujourd'hui, c'est fertile demain, même après une culture exigeante, ce sera fertile. On leur accorde beaucoup de crédit. Tu essayes cette technique sur tes parcelles? En fait, là, on utilise la matière organique des déchets pour relancer les sols, mais après, si on veut, dans une logique de maintien de la fertilité, l'engrais vert, c'est génial, mais du coup, on va transformer en fait notre jardin en fait avec une culture de légumes qu'on va vendre, et puis après un engrais vert qui va permettre de créer la fertilité, le maintien de la fertilité nécessaire à refaire une culture l'année prochaine. Mais dans le mélange, ce qui est bien, c'est toujours d'avoir une légumineuse. Donc la fèverolle, c'est bien. En fait, les grosses graines, c'est très pratique quand on les sème dans de la matière organique, comme dans du broyat, ça part. Après, il y a de la céréale. Moi, j'aime bien la céréale parce que du coup, ça fait pas mal de biomasse. Par exemple, l'avoine, c'est génial. Ça fait énormément de biomasse, c'est agressif au niveau du système racinaire. Mais nous, ce qu'on fait, grosso modo, pour faire simple, c'est une légumineuse, une crucifère, c'est-à-dire une moutarde, par exemple, et puis une céréale.
Et puis si on veut complexifier, on peut mettre 2 légumineuses, 2 crucifères. Mais grosso modo, ça fait un couvert végétal d'hiver qui va être divers et varié. Il y a peut-être pas tout le monde qui va pousser. Il y a peut-être des trucs qui vont pousser, qui vont geler, d'autres qui vont reprendre. Ça fait des fleurs, ça donne à manger à toute une biodiversité. On a de la céréale, du coup on va faire des tiges carbonées qui vont après nourrir le sol et ça fonctionne bien, quoi. C'est un mélange d'engrais verts que tu as couché. Ouais, c'est ça, voilà. Là, il y en avait notre couvert, on l'a couché, on l'a bâché pour qu'il meure bien, et puis après on vient planter dedans. Ça fait juste un petit résidu au sol, mais ça protège bien le sol. Et là, tu vois, on voit des petites... Toi qui adore le carbone, on est déjà sur quelque chose de bien carboné. Ouais. Tu l'as laissé monter vraiment faire de la paille, quoi. Ouais, on l'a couché fin mai. D'accord. Il était déjà paillu, quoi, sec. Ouais. Il commençait, tu vois, il a déjà attaqué son stade des piaisons, là. Ouais. Et après, tu débâches et tu plantes tes poireaux. C'est ça. Qui sont magnifiques. Les miens sont un petit peu plus en retard. Du coup, les matières vertes, les tontes par exemple, je vais même pire encore, l'urine qui est très azotée. Je crois que le sang, l'urine, ce sont les matières les plus azotées. Ça t'intéresse peut-être pas trop, non, toi, dans ta philosophie très carbonée, que ta vision carbonée du sol? Ah non, moi, toute matière est intéressante. En fait, si j'avais du sang ou de l'urine qui arrivait comme ça en pipeline ici, eh ben, on ferait pousser des plantes géantes avec ça, parce qu'elles peuvent se nourrir directement avec ça. Et puis du coup, ces plantes, elles produiraient du carbone, et du coup, on ramènerait notre carbone au sol. Je sais que j'entends parfois que d'apporter trop de fertilité à court terme, tu perds un peu de sol, quoi. Le sol travaille moins, si tu vois. Ouais, mais après, ça va être compensé par les mètres cubes de matière organique carbonée qu'on aura produit grâce à cette urine et qui vont revenir après boucler la boucle pour pas avoir de perte dans le cycle. Vision toi tu as par rapport à cette ressource si précieuse qu'est l'eau? Moi je suis né à Marseille et je sais que l'eau est précieuse, en Provence c'est rare. En fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un point de matière organique dans un sol, on rajoute sur un point de matière organique sur les 30 cm, et ben c'est 23 litres d'eau en plus dans notre sol qu'on peut stocker. Donc si on a 5 points de plus de matière organique que le voisin, ben c'est plus de 100 litres d'eau qu'on peut stocker. Après, il y a le fait que si on a apporté du bois, qu'on a développé qu'il y a pas mal de champignons mycorhiziens qui se développent sur notre parcelle, ça va permettre en fait d'avoir une symbiose entre une mycorhize, en fait une symbiose entre le champignon et la plante, et le champignon va être en capacité d'aller chercher de l'eau là où les racines de la plante ne sont pas capables. C'est-à-dire que sur des sols argileux, il y a de l'eau qui reste piégée dans les feuillets d'argile et les champignons mycorhiziens vont être en capacité d'aller chercher cette eau. Donc en fait, sur des terrains argileux, grâce aux champignons, on va pouvoir doubler la réserve utile de notre sol. Et après, un autre facteur, c'est là, du moment qu'on a plein de vers de terre, et ben, il y a les vers de terre annéciques qui font des galeries verticales qui descendent jusqu'à 2-3 mètres de profondeur, en fait ça dépend, ils descendent jusqu'à ce qu'ils trouvent la roche-mère ou la nappe phréatique. Et donc, et les vers de terre sécrètent pour circuler un mucus qui leur permet de circuler, mais ce mucus il est riche en azote. Et donc du coup, il faut imaginer une racine de plante qui trouve une galerie facile à descendre, on trouve de l'humide, un peu d'eau et plein d'azote, et du coup la plante elle va descendre, et finalement la profondeur d'enracinement de nos plantes sur sol vivant, c'est-à-dire avec beaucoup de vers de terre, elle est peut-être beaucoup plus importante parce que plus de vers de terre, plus de galeries, et du coup, tant la tomate, au lieu de rester sur 50, et tant elle descend à 1,50 m et à 1,50 m, il y a de l'eau, quoi. C'est impressionnant de voir la capacité d'absorption d'un sol vivant. Tu récoltes la moindre goutte d'eau du ciel. Ouais, il n'y a rien qui se perd. Quand on voit les problèmes d'inondation, on devrait réfléchir à nos pratiques culturelles. Et là, nous, sur la ferme, ce qu'on voit, c'est que sur les jardins, il n'y a rien qui se perd. Par contre, ce qui est marrant de noter, c'est que les chemins, là, de suite, ça ruisselle. Tu arrives à récolter tes propres graines? Parce que je sais que c'est un travail, moi le premier j'ai du mal à le faire, je trouve que c'est un métier à part.
savoir gérer les hybridations, savoir conserver ses variétés. En plus, toi, tu as une notion de productivité quand même à avoir. Si on fait ces graines, on va pouvoir adapter finalement la génétique des plantes que l'on cultive au sol sur lesquels on les cultive, à l'endroit où on est, et aussi à la manière dont on les cultive. C'est vrai que c'est pas facile de faire toutes ces graines, et des fois on voit qu'on les fait pas très bien, et puis au niveau de l'hybridation, effectivement, ça nous impose en fait de pas, par exemple sur les courges, on va faire une courge par variété. Donc là, 3 variétés de courges il y a, donc du coup on fait des courgettes, et puis on fait des butternuts et des potimarrons. On fait pas tout, mais on aime bien en faire et toujours un peu plus, quoi. Tu utilises ces fameuses semences F1 qui sont assez facilement décriées d'ailleurs sur leur côté justement non reproductible. C'est censé être plus productif, non, il me semble? Ouais, et avec nos sols là et les niveaux de fertilité qu'on a atteints, c'est pas relevant. Après, on le voit, il y a sans doute un intérêt sur des... Par exemple, là, on a des problèmes avec les choux. On n'arrive pas très bien à les faire paumer parce qu'on n'arrose peut-être pas sans doute assez. Et il y a des variétés F1 qui ont été sélectionnées pour paumer. Donc là, sans doute qu'il y a un intérêt. Il y a aussi des concombres qui n'ont pas besoin d'être pollinisés. Donc sous serre, c'est sans doute très intéressant. Le F1 permet d'avoir des produits standardisés. Quand au niveau des magasins, des consommateurs, tout le monde veut du produit standardisé, et du coup, si tu n'achètes pas de F1, tu vas avoir une bonne partie de ta production qui ne va pas être calibrée, et que du coup, tu ne vas pas pouvoir vendre. Et ça, c'est un véritable problème. Et le jardinier alors, est-ce qu'il est aussi heureux, est-ce qu'il est aussi bien portant que les légumes dans cette exploitation? Le jardinier est heureux de jardiner, mais en tant que maraîcher, il y a aussi d'autres facettes du métier qui sont justement de vendre, le contact du client et les contraintes des prix de marché, la viabilité économique de la ferme, et tout ça c'est pas que du bonheur, et c'est pas spécialement facile dans ce monde actuellement où les prix de marché des fois ils sont plus bas que ce qu'on souhaiterait, et donc il y a du pour et du contre, mais c'est pas, en tous les cas, c'est pas un métier facile, mais c'est passionnant. Et je suis content de faire ce métier. Ouais. Si je faisais ce métier, je me dirais, mais pourquoi la planète entière n'est pas à mes portes parce que je sais tellement que c'est de la bonne bouffe. C'est pas frustrant parfois, quelque part, de voir des gens aller acheter autre chose qui est bien moins qualitatif que ce que toi tu proposes? Moi, ce que je souhaiterais, c'est que le métier, ce serait de faire pousser des bons légumes en prenant soin de la planète. Et du coup, c'est ce qu'on fait, mais en plus, on se galère à les vendre. Et je comprends pas que, surtout au niveau, par moi, je comprends très bien que les gens n'ont pas le budget pour acheter nos légumes, même si on essaye d'avoir des prix raisonnables. Mais ce qui me met un peu en colère, il faut le dire, c'est par exemple quand il y a des collectivités comme des EHPAD, comme des écoles qui ont des financements publics et qui eux ne jouent pas le jeu d'acheter du local, du bio, et en fait au final ça dessert tout le monde, et ça c'est critiquable, et j'espère qu'on va évoluer. T'es papa aussi, et j'ai la chance de l'être aussi, et je sais que waouh, c'est déjà un travail à plein temps, et ça va, tu arrives à faire 2 travails, parce que je pense aussi que maraîcher, c'est un sacré job à plein temps. C'est surtout ma compagne, Carmen, qui s'occupe du petit. Après, le petit, c'est sûr, ça prend de l'énergie, mais ça en donne aussi. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein de choses dans la vie, si on se pose vraiment trop de questions, on ne fait pas. Et puis, quand on est devant le fait accompli, on trouve des solutions. Et on y arrive toujours. Et ça marche. Et c'est une belle chose. Après, c'est beau de voir pousser des plantes, mais un enfant, c'est quelque chose quand même. Je n'aurais pas pensé pouvoir dire ça avant de l'avoir expérimenté. Toutes ces techniques de gestion d'un sol vivant, de fertilité, que ce soit pour un potager, que ce soit à plus grande échelle, pour en faire du maraîchage, vous pouvez encore plus les découvrir si vous le souhaitez. Benoît a sa propre chaîne, la ferme de Cagnols. Et Benoît propose aussi des formations, que ce soit sur la gestion du sol, que ce soit sur des itinéraires pour faire du maraîchage. Alors n'hésitez pas à aller lui rendre visite, vous avez les liens directement sur la chaîne ou sous la vidéo.